Bonjour à tous, on va commencer la présentation. Je suis très content d'être ici au Brestcamp, c'est la première fois que je viens et je suis vraiment ravi d'être ici. Je vais vous apprendre à comment réparer des vitres brisées. Je vous rassure, ce n'est pas une présentation sur du bricolage, on va vraiment faire un lien avec le métier de développeur. Moi je m'appelle Saad Ansari, je suis développeur. Il y a mon compte Twitter ici, vous pouvez facilement deviner mon statut quand j'exerce des missions, je suis indépendant. Et donc au cours de ma carrière, j'ai occupé plusieurs postes, j'ai été développeur, je me suis spécialisé ensuite dans la data, j'ai été data ingénieur, je suis data ingénieur, team lead, engineering manager. Donc je puis m'intéresser aussi bien à des sujets techniques qu'à des sujets organisationnels. Et c'est en m'intéressant à tout ce qui est organisation d'équipe et essayer de rendre les équipes plus efficaces que je suis tombé sur la théorie de la vitre brisée que je vais partager avec vous durant cette séance. Donc, quelle est cette théorie de la vitre brisée? C'est une hypothèse statistique qui a été beaucoup utilisée dans tout ce qui est politique de sécurité des villes. Et cette hypothèse statistique dit que si une vitre est brisée dans un quartier et qu'elle n'est pas immédiatement remplacée, alors les vitres environnantes seront toutes cassées peu de temps après. Donc l'idée, c'est de se dire qu'un incident aussi mineur, une incivilité aussi mineure qu'une vitre cassée, si elle est ignorée, alors elle risque de se répandre sur les vitres environnantes. Cette théorie, elle a été rendue célèbre dans les années 80 par Rodolphe Giuliani, qui était le maire de New York. Et à l'époque, New York souffrait d'énormément de problèmes d'incivilité qui devenaient totalement incontrôlables. Et parmi les dispositifs qui ont été utilisés pour régler ce problème de vitre brisée, ce problème de sécurité, il y a la théorie de la vitre brisée qui a été mise en place. L'idée, c'est pas juste de sauver les fenêtres dans les quartiers, c'est pas juste ça, c'est de se dire que les incivilités peuvent se répandre. Et le problème, c'est que si ces incivilités se répandent, ça va avoir deux mécanismes. Le premier, c'est un sentiment d'impunité de la part des personnes qui vont qui vont mettre en place ce genre d'incivilité. Si, en gros, le message qu'on va envoyer, c'est que ici, on peut impunément briser des vitres, et donc du coup, on peut introduire d'autres problématiques, d'autres incivilités, parfois plus graves avec des agressions. Et aussi, du coup, ça va poser un problème pour les personnes qui habitent dans ces quartiers-là, qui vont subir ces incivilités, et ça va augmenter ce sentiment d'insécurité, avec toutes les problématiques sociales qu'on peut imaginer dans les villes. Cette politique de la vitre brisée, en réalité, elle est aussi appliquée chez nous dans les régies de métro. C'est quelque chose qui est utilisé notamment dans la gestion des graffitis. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'il y a un graffiti qui est apposé sur une rame de métro, il faut le traiter le plus rapidement possible. Il faut ne pas ignorer ce problème-là. Si on ignore le problème des graffitis dans le métro, la probabilité pour que le reste de la rame soit graffé également augmente mécaniquement. Et ce n'est pas juste une histoire de graffiti, il y a des graffitis qui sont très beaux, c'est juste que ici, ça va développer ce sentiment d'impunité. Les gens qui commettent des incivilités vont se dire que si, sur cette rame, j'ai le droit de poser des graffitis, dans ce cas-là, je peux également avoir d'autres comportements, d'autres incivilités qui peuvent être introduites. Et donc, du coup, pour les usagers, ça va développer un sentiment d'insécurité. Quand on s'installe dans une rame qui a cette tête-là, on est moins rassuré parce qu'on a l'impression que statistiquement, on aura plus de chances d'être victime d'incivilité. Donc pour résumer, au départ, on a un joli quartier tout joli, tout mignon qui est parfait, une maison de Playmobil. Un jour, il y a des carreaux qui sont brisés, c'est par le biais d'incivilités. Ces incivilités-là sont ignorées par les personnes qui sont censées les réparer. Du coup, ça va développer un sentiment d'impunité pour les personnes qui sont à l'origine d'incivilité. Et donc, le joli quartier qu'on avait au départ, il se transforme en un quartier où il y a tout un tas d'incivilités qui deviennent totalement incontrôlables dans la durée. Et tout ça parce qu'on a ignoré au départ des incivilités qu'on considérait pas graves ou mineures ou qu'on pourrait traiter après. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur la gestion des vitres brisées dans la politique de la ville. Mais maintenant, on va se poser la question si on devait transposer cette théorie-là sur nos projets tech. Qu'est-ce que ça pourrait donner?
D'abord, on va imaginer une définition des vitres brisées sur les projets tech. Ce qu'on peut imaginer, ce que je peux vous proposer, c'est toute personne qui a un comportement ou une pratique inadaptée participe soit à la dégradation d'une organisation, soit à la propagation de dégradations existantes. Quelques exemples de vitres brisées. La première qui me vient en tête, ça va être les comportements inappropriés. Tout ce qui est comportement toxique, tout ce qui est remarques racistes, sexistes, tout propos discriminatoire, tout comportement inapproprié, tout geste déplacé, c'est quelque chose qu'il faut bannir. C'est très important si on veut préserver une culture d'équipe qui est saine au sein du projet. Oui, quand je parle, j'ai un accent. Oui, quand je parle, parfois, je peux faire des fautes de français, mais non, ce n'est pas une raison de me réduire à ça. Oui, aujourd'hui, j'ai mes règles. Oui, ça me fait particulièrement mal aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison de systématiquement me ramener à ça durant ma journée. Oui, mes cheveux sont différents des vôtres, mais non, vous n'êtes pas autorisé à les toucher. Je ne suis pas une peluche. Donc, le problème, c'est que si on ignore ce genre de problème dans une équipe, ça va développer un sentiment d'impunité pour les personnes qui sont à l'origine de ces comportements-là. Et mécaniquement, ça va également développer un sentiment d'insécurité pour les personnes qui les subissent. Et donc du coup, les personnes ne vont pas rester dans l'équipe, elles risquent de partir, voire même, elles risquent elles aussi, par des mécanismes de défense, développer elles-mêmes des comportements inappropriés parce que c'est en train de se normaliser au sein de cette équipe-là. Ça, c'est quand je prends une équipe, c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est le red flag pour moi, et ça doit devenir prioritaire lorsque ça apparaît. Une autre vitre brisée qu'on peut imaginer, ça va être les mauvaises pratiques qui deviennent la norme, de tester directement en production, par exemple. J'ai en tête l'exemple d'une rustine qu'on met un jour en production et on se promet que cette application sera temporaire parce que c'est juste pour résoudre le problème à l'instant T et puis on prendra le temps d'investir de l'énergie sur une application qui sera beaucoup plus saine. Et sauf que ce temporaire en production devient la norme en production et c'est pas juste cette application avec les mauvaises pratiques qui devient la norme, mais c'est tous les mauvais comportements qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir différents environnements, on ne va pas avoir de tests unitaires, il n'y aura pas de déploiement continu, parce qu'on a toujours fait comme ça avant. Et ça, c'est assez problématique à réparer dans une organisation, parce que le jour où on laisse normaliser ça pendant de nombreuses années et qu'on décide de corriger le tir, on risque d'être embarqué dans des débats qui nous dépassent, où on va dire là on a besoin de plusieurs environnements, on va mettre des tests unitaires, on va développer une pipeline du CI/CD et on va nous répondre je ne comprends pas parce que sur les autres applications on ne le faisait pas, pourquoi maintenant on a besoin de mettre autant d'énergie, pourquoi est-ce qu'on a besoin de perdre du temps là-dessus. Donc on risque de se trouver dans une situation où on va devoir se justifier de bien faire notre boulot. Donc c'est des débats que vous souhaitez éviter. Donc n'hésitez pas à identifier ce genre de problématiques lorsqu'elles apparaissent sur vos projets. Un autre exemple de vitre brisée, ça va être le code mal structuré. Quelque chose d'aussi simple que le nommage d'une variable. La variable qu'on va appeler V1, ensuite on va l'appeler V2, V3, V final 1, V final 2. C'est quelque chose qui en fait peut devenir problématique dans le temps parce que ça va toucher à quelque chose de beaucoup plus large qui est l'appropriation collective de la code base. Si on ne traite pas ce genre de détails, qui en réalité n'en est pas un, le message qu'on envoie, c'est qu'ici on ne fait pas attention à la qualité du code et la qualité de la conception du logiciel. Le risque de laisser perdurer ça trop longtemps, c'est qu'il peut y avoir sur la code base de l'hyperspécialisation. Il y a des personnes qui vont se sentir plus responsables du code parce qu'ils l'ont écrit, ils le comprennent et ce sont que ces personnes-là qui sont capables de le comprendre. Et donc du coup, il y aura un désengagement des autres personnes, avec parfois ce discours de non, je ne peux pas travailler sur cette feature-là parce que je n'ai jamais travaillé sur ce code et je ne le comprends pas et je ne pourrais pas intervenir dessus. Donc ce qu'on veut éviter, c'est justement ça, de l'hyperspécialisation sur les différents types de projets. Et d'une manière générale, tout ça, ça va participer à la mise en place de la dette technique. La moindre petite modification va nous prendre beaucoup plus de temps parce qu'on n'aura pas traité le plus tôt possible ces différentes vitres brisées qui se seront accumulées sur notre projet.
Maintenant, on va réfléchir aux dispositifs qui existent pour réparer ces différentes vitres brisées. La première chose qui me vient en tête, ça va être les rétrospectives d'équipe. À intervalles réguliers, les équipes vont se rencontrer pour réfléchir à la meilleure façon de faire leur travail. Ces rétros, ça peut être des discussions autour d'un café, ça peut être enfermé dans une salle à coller des post-it ou avec des chapeaux colorés sur la tête. Peu importe le format, c'est vous qui voyez le format qui convient le mieux à votre équipe. Ce qui va être surtout important, c'est que les personnes se sentent investies avec une équipe proactive. Si vous faites des rétrospectives parce que votre manager vous l'a dit de le faire, dans ce cas-là, vous ne comprenez pas le sens de la rétro. Si vous le faites parce qu'un jour vous avez vu d'autres équipes qui le font et que ça a l'air de marcher pour eux, dans ce cas-là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le cargo culte agile, c'est-à-dire espérer que de s'enfermer dans une salle tous ensemble, comme par magie, ça va résoudre les problèmes. Ce qui est important, c'est le message qui sera véhiculé lors de ces rétrospectives-là, et surtout avoir le courage de se dire les choses. Un autre point pour réparer une vitre brisée, ça va être les points individuels qui doivent être réguliers. L'idée, c'est de pouvoir faire le feedback assez rapidement. J'avais évoqué au départ les comportements qui peuvent être toxiques. Parfois, lorsqu'il y a des remarques qui sont faites, les personnes n'ont pas conscience. L'intention n'est pas forcément mauvaise, donc il ne faut pas hésiter à faire ces feedbacks-là. J'insiste sur la régularité également. Parce que si on se voit sur les points de feedback de manière beaucoup trop espacée, ça va donner l'impression d'une convocation pour mauvais comportement, donc il y aura une crispation qui peut se mettre en place, et ça ne sera pas bon. Et surtout sur le feedback, pensez à dire les choses qui sont bien passées également, et aussi proposer, réfléchir à des axes d'amélioration. L'idée, ce n'est pas juste de distribuer les bons et les mauvais points. Pour ce qui est de la qualité de code, ne pas hésiter à utiliser des dispositifs comme le pair programming ou le mob programming. J'étais à la session juste avant et c'était vraiment très juste. L'idée, c'est de travailler sur l'appropriation collective de la code base pour que tout le monde se sente responsable du code, des fonctionnalités, mais également des pratiques. Ça va être l'occasion d'identifier les points sur lesquels il peut y avoir des accords, sur lesquels l'équipe pourrait travailler. Et si, pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas la possibilité de faire du pair programming ou du mob programming, faites à minima des code review de manière asynchrone. C'est moins confortable, mais ce sera toujours plus confortable que de jamais en discuter. Par contre, attention, il y a quand même un piège là-dessus. Là, je vous ai évoqué que c'était important d'identifier lorsqu'il y avait un comportement inadapté, lorsqu'il y avait une incivilité d'un point de vue gestion de projet ou code. Ne vous transformez pas en personne qui va systématiquement lancer des alertes pour tout et pour rien. On est dans une industrie où pour s'améliorer, pour innover, il faut apprendre à se tromper. Donc ce qu'il faut éviter, c'est qu'à chaque erreur, ça se transforme en une alerte. Sinon, vous allez faire qu'introduire de la panique. Et là, ce qui va être surtout important, c'est d'identifier si l'équipe voit ça vraiment comme une alerte, et si elle arrive à le traiter. Si elle ne le traite pas, dans ce cas-là, vous avez un sujet et vous devez vous assurer que ce problème-là ne se répande pas. Si vous avez un problème qui est en train de se répandre, essayez de voir si c'est une conséquence d'un problème initial que vous avez ignoré. Et si vous vous transformez systématiquement en personne qui monte des alertes à chaque fois, qui alerte au loup systématiquement, dans ce cas-là, c'est vous qui risquez de vous transformer en une vitre brisée et c'est vous qui risquez d'être remplacé. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Il reste quelques secondes. Par exemple, dans une démarche Scrum qui est basée sur la communication en fait, entre toute la team, est-ce que quand même on fait des points réguliers individuels en fait, avec les membres de l'équipe? Merci. Oui. Alors, est-ce que c'est dans une démarche Scrum qui prône l'intelligence collective et les solutions collectives? Est-ce qu'on va quand même faire des points individuels?
Moi, je pense que oui. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'on a des louanges à faire, ne pas hésiter à le faire en public. Mais lorsqu'il y a des critiques vraiment très précises et individuelles, il vaut mieux prendre la personne à part, parce que si on le fait de manière publique, il peut y avoir ce sentiment de crispation, voire l'impression qu'il y a une volonté d'humiliation, et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter. Donc ne pas hésiter à en discuter de manière séparée, et surtout, c'est un échange qui doit s'installer. C'est bon, je vous remercie beaucoup.